Alors, deuxième thème de l'après-midi, la planète. Je sais que ça vous passionne. Je sais que ça ne vous passionne pas vraiment, mais je pense qu'il faut que vous ayez une petite teinture. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, nous allons d'abord appeler à la barre Madame Eva Lazuka, directrice des plaidoyers et partenariats Europe et Afrique de la Fondation One Sight Essilor Luxottica, qui va nous parler un peu, elle va vous dire, parce que le thème a été un peu, on va appuyer peut-être, voilà, c'est bon. Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation, je suis vraiment ravie de pouvoir contribuer à l'agenda de la journée 19 avec le sujet qui va parler de la santé visuelle dans le contexte de l'agenda 2030. Alors, ce thème, il a été en fait déjà un petit peu abordé dans l'article de la publication de la ROF, numéro 235, où nous avons parlé des différents liens entre la santé visuelle et les différents objectifs de développement durable. Donc, cet article conclut sur le fait qu'effectivement, la santé visuelle est au cœur de l'agenda 2030. Donc, il y a des preuves aujourd'hui qui relient la santé visuelle avec plusieurs objectifs de développement durable et on considère que la santé est un vrai levier. La présentation d'aujourd'hui va nous placer ce thème dans un contexte un petit peu plus large, c'est-à-dire je vais vous expliquer la démarche qui nous a permis de placer la santé visuelle dans cet agenda 2030 à travers les différentes résolutions de l'OMS et de l'ONU. On va parler aussi des données clés qui ont permis d'instruire cette démarche et les engagements politiques, mais aussi des actions spécifiques à la fin de l'OMS, mais aussi de la fondation pour laquelle je travaille, donc la fondation One Sight Essilor Luxottica. Faisons un petit rappel au début pour avoir à l'esprit ce que c'est cet agenda en fait 2030, de quoi nous parlons. Il a été lancé dans un passé assez récent parce que ça date depuis 2015. L'ONU a lancé ce programme mondial de développement qui est un programme universel, donc qui concerne tous les pays. Du nord au sud, nous sommes tous des pays en voie de développement durable, donc qu'il s'agisse des pays à revenus faibles ou forts, y compris la France, nous sommes concernés par ce programme. Donc, au nombre de 17, que vous voyez sur la matrice qui est maintenant mondialement connue, on a des objectifs qui visent une meilleure prospérité de la planète et des populations. Ces objectifs sont thématiques, mais aussi interdépendants, c'est-à-dire quand on agit sur la pauvreté, on peut avoir des effets aussi bénéfiques sur les autres objectifs. Derrière les objectifs, nous avons des cibles, ça c'est important, on verra aussi pour la vision juste après. Il y a 169 cibles en fait derrière ces objectifs et les cibles sont en fait adossés les indicateurs de suivi. On a 244 indicateurs au niveau des Nations Unies et je pense une centaine, 98 pour la France. Donc voilà un petit peu pour le côté technique de ce que c'est l'agenda, quand est-ce qu'il a été lancé. Mais la vraie question qui est le fil conducteur de la présentation d'aujourd'hui, c'est, et dans tout ça, la santé visuelle, comment elle s'articule avec ce programme. Voyons déjà comment elle a été placée dans ce programme. Donc, il y a 3 résolutions en fait, clés qui ont inscrit la santé visuelle dans le programme du développement durable. Entre l'année 2020 et 2021, donc les 2 premières, ce sont des résolutions de l'OMS, de l'Assemblée mondiale de la santé. La première, elle place déjà quelque part cette santé visuelle dans la perspective du développement durable parce qu'elle s'accroche à l'objectif numéro 3. L'objectif numéro 3, pour rappel, c'est la santé et le bien-être. Elle engage, cette résolution, les pays à intégrer les soins oculaires centrés sur la personne dans les systèmes de santé et elle donne aussi les stratégies qui doivent aider les États à déployer cette résolution. La suivante, qui a été adoptée un an plus tard, en année 2021, donc au mois de mai 2021, elle est intéressante parce qu'elle donne des objectifs ciblés. Donc ici, on a 2 objectifs au niveau mondial qui disent qu'il faut augmenter de 40% la couverture effective de la correction
des défauts visuels et de 30% la couverture effective de la chirurgie de cataracte. Tout ceci en lien avec les recommandations du rapport mondial sur la vision de l'OMS. Et enfin, la plus emblématique, que vous connaissez je pense tous, c'est la résolution de l'ONU, qui est historique parce que c'est la première résolution en fait de l'ONU sur la vision, qui a été votée le 23 juillet 2021. Et c'est elle réellement qui a inscrit la santé visuelle dans le programme dans sa totalité, c'est-à-dire on sait que la santé visuelle a un impact sur l'ensemble des objectifs à partir de ce moment-là, et il faut la considérer dans la démarche du développement des pays et dans le reporting. Donc il y a des recommandations et des mécanismes en fait de suivi en termes de cibles et en termes de reporting pour les gouvernements pour référer sur la santé visuelle. D'ailleurs, son titre, il est évocateur parce qu'on parle de la vision pour tous, accélérer l'action pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc l'accélération se fait via la vision. Donc ça, ce sont des engagements politiques, mais pour y aboutir, donc vous voyez, le programme a été lancé en 2015, les résolutions, c'est les années 2020-2021. Derrière, il y a un grand travail en fait d'instruction, de recherche des données et de plaidoyer pour pouvoir engager les politiques et au niveau décisionnel dans cette démarche-là. Il y a eu beaucoup de publications. Je vais faire juste quelques zooms sur des choses qui sont les plus parlantes dans notre présentation. En 2019, il y a eu 2 rapports. L'OMS, donc secteur privé, le rapport mondial sur la vision, qui a inscrit justement la vision dans cette perspective de développement durable par le biais de l'ODD numéro 3, et le secteur privé qui a publié un rapport signé à l'époque par Essilor qui parlait d'éliminer le mal-voir en une génération, et aussi qui faisait la référence par rapport au programme et l'agenda 2030. Ces 2 rapports sont complémentaires, ils donnent les mêmes conclusions. Je vais vous rappeler juste les chiffres de l'OMS. Voilà, 1 personne sur 3 souffre aujourd'hui toujours de la déficience visuelle ou de la cécité. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui souffrent de la déficience et la cécité, qui sont évitables ou qui ne sont toujours pas traitées. Donc il y a énormément encore de besoins qui sont non satisfaits dans le monde, avec les disparités, bien sûr, entre les pays, mais aussi entre les âges, entre les populations. On a parlé des populations fragiles en France, mais il y a aussi des populations qui ne sont pas bien servies dans les différents pays, comme les personnes handicapées, les réfugiés, les personnes déplacées, et les personnes âgées, mais aussi les femmes qui sont plus prépondérantes en termes de prévalence des besoins non satisfaits. Donc tous ces chiffres-là viennent de rapports de l'OMS. Et on a aussi, vous voyez ici, sur le plan clinique, 2 principales causes de ces besoins non satisfaits qui sont le défaut de réfraction et la cataracte non opérée, qui ont permis justement dans les résolutions dont je vous ai parlé de cibler ces 2 causes bien avant, pour le reporting, bien avant le glaucome et les autres affections. Donc il y a un certain nombre de recommandations dans ces différents rapports. Je vais parler aussi d'une publication qui était clé, qui était le rapport de la Commission de santé mondiale du Lancet sur la santé oculaire mondiale, parce que c'est ici, pour la première fois, on est sorti au-delà de l'ODD 3 et on a vraiment considéré les différents liens entre la santé visuelle et l'ensemble des objectifs du développement durable. Ce rapport, par ailleurs, a apporté des chiffres nouveaux sur l'impact de la santé visuelle sur la productivité. Vous voyez 411 milliards de dollars par an en perte de productivité, et on sait aussi que 90% des déficiences oculaires sont évitables grâce à cette publication. Enfin, il y a une revue qui est très intéressante parce que là, on a vraiment le décortiquage des différents liens entre la santé visuelle qui est au centre dans ce rectangle vert et les différents objectifs. Il y a des liens directs et indirects, et on sait grâce à ces preuves que
il y a plus de moitié des ODD qui ont des liens directs avec la santé visuelle, et les autres, les liens indirects. Donc voilà, la santé visuelle, maintenant quand on est face à un patient, quand on est en acte en fait de consultation et quand on satisfait un besoin, on peut le voir aussi sous cet angle-là. Il ne s'agit pas uniquement de la santé de la personne immédiate et les bénéfices immédiats, il y a des répercussions beaucoup plus larges. C'est la lutte très souvent contre la précarité, la faim, c'est la meilleure éducation, c'est la lutte contre les accidents sur la route, etc. Donc vous avez tous ces détails, et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous réfère à l'article de la ROF qui a été publié. Des choses nouvelles qui vont se développer aussi, on attend beaucoup d'articles et de data, des données nouvelles sur cette thématique, c'est justement la vision et le climat. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à construire, mais les premiers liens ont été déjà établis. Et aussi les partenariats qui sont importants pour une approche holistique. Maintenant, je reviendrai sur les deux cibles. On a parlé de plus 40% et de plus 30%. Bien sûr, il y a des disparités en termes de base. C'est-à-dire, on ne parle pas des mêmes bases dans les pays en développement pour le besoin déjà satisfait que dans les pays à revenus élevés, comme l'Europe de l'Ouest, par exemple. Mais la moyenne mondiale, vous voyez ici, c'est assez flagrant, on part de 36% de besoins satisfaits en correction de défauts de réfraction, qui est très très bas. Donc c'est cette base-là qu'il faut au niveau mondial augmenter de 40% à l'horizon de 2030, dans l'agenda 2030. Et pour les opérations de la cataracte, la médiane, elle est de 17% et il faut l'augmenter de 30%. Voilà ce qui nous dit la résolution et le process qui se met derrière en place. En France, pour le premier, on serait plutôt, selon les estimations, à 90% et 60%, je pense, pour la cataracte. En tout cas, c'est ce qui est donné pour les pays en situation de maturité de marché. Je vais me concentrer maintenant sur la première cible parce que je pense que c'est intéressant pour nous. Qu'est-ce qui est de plus simple que corriger le défaut de réfraction non corrigé? Je vais parler des actions. Pour finir, je vais illustrer deux actions très spécifiques, ciblées justement sur cette cible-là, c'est-à-dire sur le défaut de réfraction non satisfait. L'OMS d'un côté, et après je vous parlerai un tout petit peu aussi de la Fondation. Alors, l'OMS, cette année 2023, lance un énorme programme qui va mobiliser beaucoup de ressources et beaucoup de parties prenantes qui s'appelle SPEX 2030. SPEX 2030, c'est un acronyme. Alors, je n'ai pas encore la version française, je pense qu'elle n'existe pas encore. S, c'est pour le service en consultation et correction des défauts réfractifs. P, c'est pour l'éducation, pour la création du personnel qualifié, compétent en soins oculaires primaires. Éducation, c'est pour la sensibilisation du grand public, la réflexion sur les coûts pour avoir des solutions abordables et aussi un système de surveillance. Ce programme-là, c'est un programme intersectoriel qui va englober à la fois les gouvernements, mais aussi les parties prenantes du secteur privé, mais aussi les ONG. Ici, on a aussi l'agence IAPB, donc l'Agence internationale pour la prévention de la cécité, qui est partie prenante, et évidemment aussi nous, la Fondation. Alors, pourquoi la Fondation? Donc, je vais parler un petit peu de la Fondation, parce que depuis toujours, les défauts de réfraction non corrigés sont dans notre ADN et dans notre mission qui est d'aider tout le monde, de mieux être et de mieux voir et mieux être, et dans l'objectif en fait d'éliminer ce mal-voir en une génération. On a les différents axes d'action à la Fondation. On n'a pas que les programmes, on a aussi le plaidoyer et la sensibilisation, qui est mon domaine, justement, dans ce cadre-là de travail. Il y a des équipes de notre fondation qui s'occupent de la création des points d'accès, parce que l'accès est le problème principal. On a aussi l'aide financière et les services gratuits pour les populations qui en ont besoin. Et on investit aussi dans les solutions innovantes pour avoir les prix abordables. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est plutôt l'impact que nous créons. Ici, on a le nombre de bénéficiaires qui se compte en millions
centaines de millions de gens à travers le monde, parce qu'on opère dans 110 pays maintenant à travers le monde. Donc, les personnes qui ont aujourd'hui l'accès, 63 millions de gens qui ont été équipés, et les points d'accès qui ont été créés dans les différents pays. Pour finir, je vais parler de la France parce que ça donne un petit peu l'écho par rapport au témoignage des médecins qui participent dans les différentes actions du bénévolat. Nous avons 2 dispositifs en fait en France qui aident les personnes en situation de précarité. Il y a un dispositif qui est en milieu hospitalier qui repose sur le bénévolat des salariés mais aussi des ophtalmologistes. Donc nous travaillons en partenariat avec la Fondation Rothschild et aussi Hôtel de Dieu. Et un dispositif mobile qui se déplace comme un cabinet d'ophtalmologie vers les patients qui ne peuvent pas venir sur les lieux de l'hôpital. Et on traite à peu près 3000 personnes par an en les dépistant et en proposant les solutions gratuites. Les personnes qui sont en dehors du système en fait, de couverture de système de maladie. Donc il y a en France, malgré le 100% santé, des gens qui n'ont pas accès aux soins en fait, de santé visuelle. Donc voilà nos actions. Et pour conclure, je voulais un petit peu résumer ce qu'on vient de voir. La santé visuelle est vraiment au cœur de ce programme de développement durable. Donc, ce n'est plus une question uniquement de santé, ou ce n'est plus un droit humain fondamental, c'est beaucoup plus en fait. On est dans un cadre beaucoup plus large. Maintenant, pour pouvoir continuer avec les États à faire le travail, à créer les accès, à engager les parties prenantes, on a besoin de cette sensibilisation soutenue et permanente auprès du grand public pour mobiliser leur intérêt et faire comprendre pourquoi c'est important pour la myopie, pourquoi c'est important pour les personnes âgées, mais aussi avoir ce travail de plaidoyer également soutenu, basé surtout sur les données. Donc on a besoin des publications, des études qui nourrissent en fait toute la démarche. Et effectivement, pour réussir à atteindre les objectifs de l'agenda 2030, on a besoin d'une approche intersectorielle donc qui engage tout le monde. Et je pense que chacun, à son échelle, peut jouer un rôle. Il y a des organismes qui vont légiférer, il y a des résolutions, il y a le secteur privé et public. Et aussi, je pense, à l'échelle tout à fait individuelle, nous pouvons chacun y contribuer, alors soit dans les actions de bénévolat, soit tout simplement allant sensibiliser autour de nous des gens pourquoi la prévention en santé visuelle est importante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez tous en tête que le développement durable, que l'écologie n'est qu'une partie qui permet d'assurer un développement durable. Ça n'a rien à voir, parce que quand on parle d'écologie, souvent, c'est un repoussoir. Alors, toujours dans la préservons la planète, j'ai voulu faire intervenir, parce que vous savez que j'aime bien les sujets un peu qui dérangent, monsieur le docteur Arthur, oui c'est Arthur, c'est ça, Ferrero, en plus il vient de Toulouse, ce qui je pouvais que le faire intervenir, et qui va nous parler de notre impact carbone, de l'impact carbone de certains de nos actes. C'est dans la ligne de ce qu'on vient de voir. C'est le président de l'association Green Cataract. Vous avez tout compris. Tu as la parole. Attends. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci, Dr Tarbin, pour l'invitation. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir parler aujourd'hui du SNOF. Donc, on a commencé avec l'association Green Cataract en 2019, où on s'est rendu compte, quand on regardait les sacs poubelles au bloc opératoire, de tous les déchets que l'on générait. Et donc maintenant, l'écologie est au cœur des sujets d'actualité. Il y a le SHIFT Project qui a sorti son rapport cette année sur l'impact de la santé sur l'environnement. Et donc on voit bien que les problèmes environnementaux engendrent des malnutritions, des maladies infectieuses, des problèmes de santé au travail, etc. Et tout ça va augmenter la pression des risques sur les services de santé. Donc on aura de plus en plus besoin de médecins et de soignants.
Et donc, comme nous, on génère du CO2, on va augmenter la pression aussi sur la planète. Donc, santé et climat, c'est vraiment une relation bilatérale. Et le système de santé français, c'est une structure unique qui est capable d'affronter donc les enjeux climatiques. Donc, le secteur de la santé, c'est 10% des emplois en France. Et donc, nous, on a vraiment un rôle d'ambassadeur, on a un devoir d'exemplarité. Et puis, les patients nous font confiance, etc. En particulier les ophtalmologistes, où on est un petit peu en avance sur les pratiques par rapport aux autres spécialités. Donc nous, on en est déjà à faire le bilan carbone de nos chirurgies. Donc le bilan des émissions de la santé, c'est 8% des émissions nationales. Donc c'est beaucoup, c'est autant que l'aviation et le transport maritime à l'échelle de la planète. Donc la santé, en fait, pollue, mais c'est pour la bonne cause. Donc la première chose à faire, quand on veut s'intéresser à ça, c'est de faire le bilan carbone de nos activités. Donc nous, on a réalisé le bilan carbone de la chirurgie de la cataracte quand j'étais à l'hôpital Cochin. Et donc, on a trouvé qu'une chirurgie de la cataracte, c'était 80 kg de CO2. Et donc, sur ces 80 kg de CO2, ça représente à peu près 800 km en voiture. Donc, nous, on émet en 10 minutes. Sur ces 80 kg de CO2, il y a à peu près 75% ou 80% qui est lié aux industriels. Donc, ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils nous aident à travailler. Mais en tout cas, c'est eux qui peuvent surtout agir. Donc bien sûr, c'est le docteur Zaluski qui est vraiment le leader sur ça, puisque lui avait fait le premier bilan en 2012. Donc j'imagine qu'à l'époque, vraiment c'est le premier au monde qui a fait le bilan carbone de la cataracte. Et après, il y a eu d'autres bilans qui ont été faits. Donc par exemple, en Inde, c'est 6 kg de CO2 pour une chirurgie, quand nous c'est 80. Et ils ont 250 grammes de déchets, quand nous on a 3 kg. Ils opèrent aussi 93 personnes dans la journée. Nous, on en opérait 12. Donc on voit voilà, les facteurs qui rentrent en compte. L'année dernière, on a fait l'enquête Green Cataract. On a eu 140 participants répartis sur toute la France. L'âge moyen des sondés était de 41 ans et on avait 3% d'internes. On a vu que globalement, tout le monde était plutôt d'accord que le changement climatique était un problème. Les gens se sentaient sensibles à la cause environnementale, mais que 1 sur 2 avait lu, entendu ou écouté une communication ou un article qui mettait en relation la santé et l'environnement. Et 92% pensent qu'on peut limiter notre impact en ajustant nos pratiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est la stratégie des 5 R, réduire, réutiliser, recycler, repenser et rechercher. Donc réduire, c'est du bon sens, en fait, c'est limiter le gaspillage. Par exemple, réduire les suremballages, réduire les notices. Donc ça, on est vraiment en lien avec les industriels pour qui aussi jouent le jeu. Par exemple, là, vous voyez, il y a la notice d'un implant. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà lu la notice d'un implant de cataracte. Et les laboratoires Alcon l'ont retiré maintenant de leur emballage et ça a diminué donc de 50% le poids total. Un implant pèse 1 gramme et en moyenne, les emballages d'implants, c'est entre 120 et 150 grammes de papier. Ensuite, on peut faire des packs personnalisés. Par exemple, au bloc, on sait qu'on nous sert des boîtes. Et donc, dans notre enquête, on a retrouvé que presque un chirurgien sur 2 se fait servir un instrument stérile sur sa table qu'il ne va pas utiliser. Donc c'est clairement du gaspillage et du bon sens. Ça prend 2 minutes d'appeler la pharmacie ou ses fournisseurs pour ajuster ses packs et donc diminuer son impact. Réduire les distances parcourues, donc ça c'est à l'échelle de la planète d'où proviennent les implants de nos sondés. Donc on voit qu'il y en a quand même un quart qui est français, l'autre quart européen, mais après ça vient d'un peu partout. On peut aussi réduire le transport, mais bon, on ne va pas résoudre le problème de la mobilité. La distance moyenne parcourue est de 14 km, avec un bon tiers en voiture, mais ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Le matériel réutilisable, donc on voit que quand on commence une chirurgie de la cataracte, on va déballer du plastique et du papier qui va être jeté instantanément. On a beaucoup travaillé avec le matériel jetable au moment de Creutzfeldt-Jakob et quand on a augmenté nos volumes opératoires où les stérilisations ne suivaient plus. Maintenant, on peut se reposer la question de mettre en place des boîtes avec des protocoles plus simples de stérilisation. Réutiliser les tenues de bloc. Maintenant, on est presque 1 sur 2 à avoir des tenues en plastique au bloc opératoire qui sont probablement mauvaises pour la santé, mais en plus génèrent des déchets. Et recycler, donc améliorer la gestion des déchets. On a réussi à retirer presque toutes les poubelles jaunes des blocs. J'espère que vous n'avez plus aucune poubelle jaune dans vos blocs opératoires. Ça ne sert à rien. Donc les déchets de la cataracte ne sont pas contaminés. Ils peuvent aller dans des poubelles classiques de déchets ménagers. Ça coûte déjà 9 fois moins cher à détruire. Donc c'est 100 € versus 854. Et ça produit 3 fois moins de CO2. 1 tonne de déchets d'acerie produit 1 tonne de CO2, alors qu'une tonne de déchets ménagers produit que 362 kg.
Voilà. Et donc, nous, on a même réussi à faire une filière plastique et une filière carton au bloc. Et après, repenser les flux. En effet, il est important d'optimiser les flux au bloc, d'opérer beaucoup de patients dans la même matinée avec la même ressource de bâtiments et de personnel, et beaucoup plus efficient que d'opérer que 3 ou 4 personnes même si on n'a que du matériel réutilisable. On joue avec les industriels, et aussi il faut se faire aider de nos établissements. Il faut continuer les études parce qu'on ne sait pas vraiment si l'usage unique est vraiment pire que le réutilisable, parce qu'il faut quand même penser à l'énergie pour stériliser et à l'eau, et continuer les analyses de cycle de vie. Donc notre étude, elle a été reprise dans le Lancet, donc on est très content. Ils ont analysé 750 articles, ils en ont gardé 16, et leur conclusion, c'est finalement, heureusement que c'est les Indiens qui opèrent le plus de cataractes avec leurs faibles émissions, par rapport à nous, si c'était les Français qui devaient les opérer, on polluerait plus. Donc, où est-ce qu'on en est ? On a publié l'étude, on organise des ateliers participatifs, on a fait l'enquête nationale qui va sortir. Et donc maintenant, avec la SAPHIR, il y a un comité de développement durable qui, eux, ont plus de poids avec les industriels pour leur faire participer à tout ça, puisque c'est vraiment eux qui vont pouvoir nous aider. C'est une nouvelle considération en chirurgie qui sert de modèle à toutes les autres spécialités. Donc voilà, 80 kg de CO2 en 10 minutes. Et donc c'est vraiment la cataracte, la chirurgie la plus faite en France et donc dans le monde, qui doit servir d'exemple, pas que pour les ophtalmos. On a aussi sorti les IVT, le bilan carbone des IVT. Et il y a le docteur Gabin Momal aussi qui est en train de le publier. Donc vraiment, c'est un sujet assez intéressant et qui n'est pas du tout punitif pour nous, chirurgiens ou ophtalmos, mais plutôt logique et du bon sens pour limiter le gaspillage et optimiser nos pratiques. Voilà, je vous remercie beaucoup.